Un matin, le front collé aux vitres et les yeux fixés sur les fenêtres de Bréjac, il revit sous son accoutrement de chiffonnier le complice Jodo. Jodo, cette fois, portait sur l'épaule une poche de toile où il jetait son butin. Il la déposa contre le mur de la maison, s'assit sur le trottoir et se mit à manger, tout en farfouillant dans la plus proche des boîtes. Le geste semblait machinal, mais au bout d'un instant, Raoul discerna aisément que l'homme n'attirait à lui que des enveloppes froissées et des lettres déchirées. Il y jetait un coup d'œil distrait, puis continuait son tri. Sans aucun doute, la correspondance de Bréjac l'intéressait. Après un quart d'heure, il rechargea sa poche et s'en alla. Raoul le suivit jusqu'à Montmartre, où Jodo tenait boutique de friperie. Il revint 3 jours de suite, et chaque fois, il recommençait exactement la même opération équivoque. Mais le 3e jour, qui était un dimanche, Raoul surprit Bréjac qui épiait derrière sa fenêtre. Lorsque Jodo partit, Bréjac à son tour le suivit avec d'infinies précautions. Raoul les accompagna de loin. Allait-il connaître le lien qui unissait Bréjac et Jodo? Ils traversèrent ainsi les uns derrière les autres le quartier Monceau, franchirent les fortifications et gagnèrent à l'extrémité du boulevard Bineau les bords de la Seine. Quelques villas modestes alternaient avec des terrains vagues. Contre l'une d'elles, Jodo déposa sa poche et, s'étant assis, mangea. Il resta là durant 4 ou 5 heures, surveillé par Bréjac qui déjeunait à 30 mètres de distance sous les tonnelles d'un petit restaurant, et par Raoul qui, étendu sur la berge, fumait des cigarettes. Quand Jodo partit, Bréjac s'éloigna d'un autre côté comme si l'affaire avait perdu tout intérêt, et Raoul entra au restaurant, s'entretint avec le patron et apprit que la villa contre laquelle Jodo s'était assis appartenait quelques semaines auparavant aux 2 frères Loubeau, assassinés dans le rapide de Marseille par 3 individus. La justice y avait mis les scellés et en avait confié la garde à un voisin, lequel, tous les dimanches, allait se promener. Raoul avait tressailli en entendant le nom des frères Loubeau. Les manigances de Jodo commençaient à prendre une signification. Il interrogea plus à fond et sut ainsi que, à l'époque de leur mort, les frères Loubeau habitaient fort peu cette ville-là, qui ne leur servait plus que comme entrepôt pour leur commerce de vin de champagne. Ils s'étaient séparés de leur associé et voyageaient à leur compte. Leur associé? Ouais, son nom est encore inscrit sur la plaque de cuivre accrochée près de la porte. Loubeau frère et Jodo. Raoul réprima un mouvement. Jodo? Oui, un gros homme à figure rouge, l'air d'un colosse de foire. On ne l'a jamais revu par ici depuis plus d'une année. Renseignement d'une importance considérable, se dit Raoul une fois seul. Ainsi, Jodo était autrefois l'associé des 2 frères qu'il devait tuer par la suite. Rien d'étonnant d'ailleurs si la justice ne l'a pas inquiété, puisqu'elle n'a jamais soupçonné qu'il y ait eu un Jodo dans l'affaire. Et puisque Marescal est persuadé que le 3e complice, c'est moi. Mais alors pourquoi l'assassin Jodo vient-il au lieu même où demeuraient jadis ses victimes? Et pourquoi Bréjac surveille-t-il cette expédition? La semaine s'écoula sans incident. Jodo ne reparut plus devant l'hôtel de Bréjac. Mais le samedi soir, Raoul, persuadé que l'individu retournerait à la villa le dimanche matin, franchit le mur qui entourait un terrain vague contigu et s'introduisit par une des fenêtres du 1er étage. À cet étage, 2 chambres étaient meublées encore. Des signes certains permettaient de croire qu'on les avait fouillées. Qui? Des agents du parquet? Bréjac? Jodo? Pourquoi? Raoul ne s'obstina point. Ceux que d'autres étaient venus chercher, ou bien ne s'y trouvaient pas, ou bien ne s'y trouvaient plus. Il s'installa dans un fauteuil pour y passer la nuit. Éclairé par une petite lanterne de poche, il prit sur une table un livre dont la lecture ne tarda pas à l'endormir. La vérité ne se révèle qu'à ceux qui la contraignent à sortir de l'ombre. C'est bien souvent lorsqu'on la croit lointaine qu'un hasard vient l'installer tout bonnement à la place qu'on lui avait préparée, et le mérite en est justement à la qualité de cette préparation. En s'éveillant, Raoul revit le livre qu'il avait parcouru. Le cartonnage était revêtu d'une espèce de lustrine prélevée sur un de ces carrés d'étoffe noire qu'emploient les photographes pour couvrir leur appareil. Il chercha. Dans le fouillis d'un placard rempli de chiffons et de papier, il retrouva l'une de ces étoffes. 3 morceaux y avaient été découpés en rond, chacun de la grandeur d'une assiette. « Ça y est, » murmura-t-il tout ému. « J'y suis en plein. Les 3 masques des bandits du rapide viennent de là. Cette étoffe est la preuve irréfutable. Ce qui s'est produit, elle l'explique et le commente. » La vérité lui paraissait maintenant si naturelle, si conforme aux intuitions inexprimées qu'il en avait eues, et en une certaine mesure si divertissante par sa simplicité,
qu'il se mit à rire dans le silence profond de la maison. Parfait, parfait. De lui-même, le destin m'apportera les éléments qui me manquent. Désormais, il entre à mon service, et tous les détails de l'aventure vont se précipiter à mon appel et se ranger en pleine lumière. À 8 heures, le gardien de la villa fit sa tournée du dimanche au rez-de-chaussée et barricada les portes. À 9 heures, Raoul descendit dans la salle à manger et, tout en laissant les volets clos, ouvrit la fenêtre au-dessus de l'endroit où Jodo était venu s'asseoir. Jodo fut exact. Il arriva avec son sac qu'il appuya au pied du mur. Puis il s'assit et mangea. Et tout en mangeant, il monologuait à voix basse, si basse que Raoul n'entendait rien. Le repas, composé de charcuterie et de fromage, fut arrosé d'une pipe dont la fumée montait jusqu'à Raoul. Il y eut une seconde, puis une troisième pipe. Et ainsi passèrent 2 heures sans que Raoul pût comprendre les motifs de cette longue station. Par les fentes des volets, on voyait les 2 jambes enveloppées de loques et les godillots éculés. Au-delà, le fleuve coulait. Des promeneurs allaient et venaient. Bréjac devait être en faction dans une des tonnelles du restaurant. Enfin, quelques minutes avant midi, Jodo prononça ces mots. « Et alors, rien de nouveau? Avoue qu'elle est tout de même règle, celle-là. » Il semblait parler non à lui-même, mais à quelqu'un qui eût été près de lui. Pourtant, personne ne l'avait rejoint, et il n'y avait personne près de lui. « Bon sang de crebleu !» grogna-t-il. « Je te dis qu'elle est là. Ce n'est pas une fois que je l'ai tenue dans ma main et vue, de mes yeux vue. Tu as bien fait ce que je t'ai dit? Tout le côté droit de la cave, comme l'autre jour le côté gauche. Alors, tu aurais dû trouver. » Il se tut assez longtemps, puis reprit. « On pourrait peut-être essayer autre part et pousser jusqu'au terrain vague, derrière la maison, au cas où ils auraient jeté la bouteille là, avant le coup du rapide. C'est une cachette en plein air qui en vaut une autre. Si Bréjac a fouillé la cave, il n'aura pas pensé au dehors. Vas-y, cherche, je t'attends. » Raoul n'écouta pas davantage. Il avait réfléchi et commençait à comprendre depuis que Jodo avait parlé de la cave. Cette cave devait s'étendre d'un point à l'autre de la maison, avec un soupirail sur la rue et un autre sur l'autre façade. La communication était aisée par cette voie. Vivement, il monta au premier étage, dont une des chambres dominait le terrain vague, et tout de suite il constata la justesse de sa supposition. Au milieu d'un espace non construit où se dressait une pancarte avec ces mots « à vendre », parmi des amas de ferraille, des tonnes démolies et des bouteilles cassées, un petit bonhomme de 7 ou 8 ans, chétif, d'une minceur incroyable sous le maillot gris qui lui collait au corps, cherchait, se faufilait, et se glissait avec une agilité d'écureuil. Le cercle de ses investigations, qui semblait avoir pour but unique la découverte d'une bouteille, se trouvait singulièrement rétréci. Si Jodo ne s'était pas trompé, l'opération devait être brève. Elle le fut. Après 10 minutes, ayant écarté quelques vieilles caisses, l'enfant se relevait et, sans perdre de temps, se mettait à courir vers la villa avec une bouteille au goulot brisé et grise de poussière. Raoul dégringola jusqu'au rez-de-chaussée afin de gagner la cave et de soustraire à l'enfant son butin. Mais la porte du sous-sol qu'il avait remarquée dans le vestibule ne put être ouverte, et il reprit sa faction devant la fenêtre de la salle. Jodo murmurait déjà « Ça y est, tu l'as? Ah, chic alors. Me voilà paré. L'ami Bréjac ne pourra plus m'embêter. Vite, enfourne-toi. » Le petit dut s'enfourner, ce qui consistait évidemment à s'aplatir entre les barreaux du soupirail et à ramper comme un furet jusqu'au fond du sac sans qu'aucun soubresaut de la toile indiquât son passage. Et aussitôt Jodo se dressa, jeta son fardeau sur l'épaule et s'éloigna. Sans la moindre hésitation, Raoul fit sauter les scellés, fractura les serrures et sortit de la villa. À 300 mètres, Jodo cheminait, portant le complice qui lui avait servi d'abord à explorer le sous-sol de l'hôtel Bréjac, puis celui de la villa des frères Loubeau. 100 mètres en arrière, Bréjac serpentait entre les arbres. Et Raoul s'aperçut que sur la Seine, un pêcheur à la ligne ramait dans le même sens, Marescal. Ainsi donc, Jodo était suivi par Bréjac et Jodo par Marescal, et tous trois par Raoul. Comme enjeu de la partie, la possession d'une bouteille. Voilà qui est palpitant, se disait Raoul. Jodo tient la bouteille. C'est vrai, mais il ignore qu'on la convoite. Qui sera le plus malin des 3 autres larrons? S'il n'y avait pas Lupin, je parierais pour Marescal. Mais il y a Lupin. Jodo s'arrêta. Bréjac en fit autant, et de même Marescal dans sa barque. Et de même Raoul. Jodo avait allongé sa poche de manière que l'enfant fût à l'aise, et assis sur un banc, il examinait la bouteille, l'agitait et la faisait miroiter au soleil. C'était le moment d'agir pour Bréjac. Ainsi pensa-t-il, et très doucement il approcha.
Il avait ouvert un parasol et le tenait comme un bouclier dont il s'abritait le visage. Sur son bateau, Marescal disparaissait sous un vaste chapeau de paille. Lorsque Bréjac fut à 3 pas du banc, il ferma son parasol, bondit sans se soucier des promeneurs, agrippa la bouteille et prit la fuite par une avenue qui le ramenait du côté des fortifications. Ce fut proprement exécuté et avec une admirable promptitude. Ahuri, Jodo hésita, cria, saisit sa poche, la redéposa comme s'il eût craint de ne pouvoir courir assez vite avec ce fardeau, bref, fut mis hors de cause. Mais Marescal, prévoyant l'agression, avait atterri et s'était élancé. Raoul en fit autant. Il n'y avait plus que 3 compétiteurs. Bréjac, tel un bon champion, ne pensait qu'à courir et ne se retournait pas. Marescal ne pensait qu'à Bréjac et ne se retourna pas davantage, de sorte que Raoul ne prenait aucune précaution. À quoi bon? En 10 minutes, le premier des 3 coureurs atteignit la porte des Ternes. Bréjac avait tellement chaud qu'il ôta son par-dessus. Près de l'octroi, un tramway s'arrêtait et de nombreux voyageurs attendaient à la station pour monter et rentrer dans Paris. Bréjac se mêla à cette foule, Marescal aussi. Le receveur appela les numéros, mais la bousculade fut si forte que Marescal n'eut aucune peine à tirer la bouteille de la poche de Bréjac et que celui-ci ne s'aperçut de rien. Marescal aussitôt franchit l'octroi et reprit ses jambes à son cou. Et de 2, ricana Raoul. Mes bons hommes s'éliminent entre eux et chacun travaille pour moi. Lorsqu'à son tour Raoul passa l'octroi, il vit Bréjac qui faisait des efforts désespérés pour sortir du tramway malgré la foule et pour se mettre à la poursuite de son voleur. Celui-ci choisissait les rues parallèles à l'avenue des Ternes, lesquelles sont plus étroites et plus tortueuses. Il courait comme un fou. Quand il fit halte sur l'avenue de Wagram, il était à bout de souffle, le visage en sueur, les yeux injectés de sang, les veines gonflées, il s'épongea un instant, il n'en pouvait plus. Il acheta un journal et enveloppa la bouteille, après y avoir jeté un coup d'œil. Puis il la plaça sous son bras et repartit d'un pas chancelant, comme quelqu'un qui ne tient debout que par miracle. En vérité, le beau Marescal ne se redressait plus. Son faux col était tordu comme un linge mouillé, sa barbe se terminait par 2 pointes d'où tombaient des gouttes. C'est un peu avant la place de l'Étoile qu'un monsieur à grosses lunettes noires, qui venait en sens contraire, se présenta à lui une cigarette allumée aux lèvres. Le monsieur lui barra la route et bien entendu ne lui demanda pas de feu, mais sans un mot, lui souffla sa fumée au visage avec un sourire qui découvrait des dents, presque toutes pointues, comme des canines. Le commissaire écarquilla les yeux. Il balbutia. « Qui êtes-vous? Que me voulez-vous » Mais à quoi bon interroger? Ne savait-il pas que c'était là son mystificateur, celui qu'il appelait le 3e complice, l'amoureux d'Aurélie et son éternel ennemi, à lui, Marescal? Et cet homme, qui lui paraissait le diable en personne, tendit le doigt vers la bouteille et prononça d'un petit ton de plaisanterie affectueuse. « Allons, à boule. Sois gentil avec le monsieur, à boule. Est-ce qu'un commissaire de ton grade se balade avec une bouteille? Allons, Rodolphe, à boule. » Marescal flancha aussitôt. Crier, appeler au secours, ameuter les promeneurs contre l'assassin, il en eût été incapable. Il était fasciné. Cet être infernal lui enlevait toute énergie et, stupidement, sans avoir une seconde l'idée de résister, comme un voleur qui trouve tout naturel de restituer l'objet dérobé, il se laissa prendre la bouteille que son bras ne pouvait plus tenir. À ce moment, Bréjac survenait, hors d'haleine lui aussi, et sans force non plus, ni pour se précipiter sur le 3e larron, ni pour interpeller Marescal. Et tous deux plantés au bord du trottoir, abasourdis, ils regardèrent le monsieur aux lunettes rondes qui hélait une automobile, s'y installait et leur envoyait par la fenêtre un grand coup de chapeau. Une fois rentré chez lui, Raoul défit le papier qui enveloppait la bouteille. C'était un litre, comme on s'en sert pour les eaux minérales, un vieux litre sans bouchon, à verre opaque et noir. Sur l'étiquette, sale et poussiéreuse aussi, et qui avait tout de même dû être protégée contre les intempéries, une inscription en grosses lettres imprimées se lisait aisément « Eau de jouvence ». Dessous, plusieurs lignes qu'il eut du mal à déchiffrer et qui constituaient évidemment la formule même de cette eau de jouvence. Bicarbonate de soude 1 g 349, bicarbonate de potasse 0 g 435, bicarbonate de chaux 1 g, millicurie, etc. Mais la bouteille n'était pas vide. À l'intérieur, quelque chose remuait, quelque chose de léger qui faisait le bruit d'un papier. Il retourna le litre, le secoua, rien ne sortait. Alors il glissa une ficelle terminée par un gros nœud, et ainsi, à force de patience, il extirpa une très mince feuille de papier roulée en tube et maintenue par un cordon rouge. L'ayant développée,
Il vit que cela ne constituait guère que la moitié d'une feuille ordinaire et que la partie inférieure avait été coupée, ou plutôt déchirée, de façon inégale. Des caractères y étaient tracés à l'encre dont beaucoup manquaient, mais qui lui suffirent à former ces quelques phrases. « L'accusation est vraie et mon aveu est formel. Je suis seul responsable du crime commis et l'on ne doit s'en prendre ni à Jodot ni à Loubeau. Bréjac. » Dès le premier coup d'œil, Raoul avait reconnu l'écriture de Bréjac, mais tracée d'une encre blanchie par le temps et qui permettait, ainsi que l'état du papier, de faire remonter le document à 15 ou 20 ans en arrière. Quel était ce crime et contre qui avait-il été commis? Il réfléchit un long moment, après quoi il conclut à mi-voix: toute l'obscurité de cette affaire provient de ce qu'elle était double, et que deux aventures s'y mêlaient, deux drames dont le premier commande le second. Celui du rapide, avec comme personnages les deux Loubeau, Guillaume, Jodot et Aurélie. Et un premier drame qui eut lieu jadis et dont aujourd'hui deux des acteurs se heurtent, Jodot et Bréjac. La situation de plus en plus complexe pour qui ne posséderait pas le mot de la serrure devient pour moi de plus en plus précise. L'heure de la bataille approche, et l'enjeu c'est Aurélie, ou plutôt le secret qui palpite au fond de ses beaux yeux verts. Qui sera durant quelques instants par la force, par la ruse ou par l'amour, maître de son regard ou de sa pensée, sera maître de ce secret pour lequel il y a déjà eu tant de victimes. Et dans ce tourbillon de vengeance et de haine cupide, Marescal apporte avec ses passions, ses ambitions et ses rancunes cette effroyable machine de guerre qu'est la justice. En face, moi. Il se prépara minutieusement, et avec d'autant plus d'énergie que chacun des adversaires multipliait les précautions. Bréjac, sans aucune preuve formelle contre la garde qui renseignait Marescal et contre la femme de chambre que Raoul avait soudoyée, les renvoya tous deux. Les volets des fenêtres qui donnaient par devant furent fermés. D'autre part, des agents de Marescal commençaient à se montrer dans la rue. Seul Jodot n'apparaissait plus. Désarmé sans doute par la perte du document où Bréjac avait consigné ses aveux, il devait se terrer dans quelque retraite sûre. Cette période se prolongea durant 15 jours. Raoul s'était fait présenter sous un nom d'emprunt à la femme du ministre qui protégeait ouvertement Marescal, et il avait réussi à pénétrer dans l'intimité de cette dame un peu mûre, fort jalouse, et pour qui son mari n'avait aucun secret. Les attentions de Raoul la transportèrent de joie. Sans se rendre compte du rôle qu'elle jouait, et ignorant d'ailleurs la passion de Marescal pour Aurélie, heure par heure, elle tint Raoul au courant des intentions du commissaire, de ce qu'il combinait à l'égard d'Aurélie, et de la façon dont il cherchait, avec l'aide du ministre, à renverser Bréjac et ceux qu'il soutenait. Raoul eut peur. L'attaque était si bien organisée qu'il se demanda s'il ne devait pas prendre les devants, enlever Aurélie et démolir ainsi le plan de l'ennemi. Et après, se dit-il, en quoi la fuite m'avancerait-elle? Le conflit resterait le même et tout serait à recommencer. Il sut résister à la tentation. Une fin d'après-midi, rentrant chez lui, il trouva un pneumatique. La femme du ministre lui annonçait les dernières décisions prises, entre autres l'arrestation d'Aurélie fixée au lendemain 12 juillet à 3 heures du soir. Pauvre demoiselle aux yeux verts, pensa Raoul. Aura-t-elle confiance en moi, envers et contre tous, comme je le lui ai demandé? N'est-ce pas encore des larmes et de l'angoisse pour elle? Il dormit tranquillement comme un grand capitaine à la veille du combat. À 8 heures, il se leva, la journée décisive commençait. Or, vers midi, comme la bonne qui le servait, sa vieille nourrice Victoire, rentrait par la porte de service avec son filet de provisions, 6 hommes postés dans l'escalier pénétrèrent de force dans la cuisine. « Votre patron est là » fit l'un d'eux brutalement. « Ah non, c'est pas la peine de mentir, je suis le commissaire Marescal et j'ai un mandat contre lui. » Livide, tremblante, elle murmura. « Dans son bureau ?» ?»« Conduisez-nous. » Il appliqua sa main sur la bouche de Victoire pour qu'elle ne pût avertir son maître, et on la fit marcher le long d'un corridor au bout duquel elle désigna une pièce. L'adversaire n'eut pas le temps de se mettre en garde. Il fut empoigné, renversé, attaché et expédié ainsi qu'un colis. Marescal lui jeta simplement « Vous êtes le chef des bandits du Rapide, votre nom Raoul de Limésie. » Et s'adressant à ses hommes « Au dépôt, voici le mandat. Et la discrétion, hein. Pas un mot sur la personnalité du client. Tony, vous répondez de lui, hein. Vous aussi l'avance. Emmenez-le. Et rendez-vous à 3 heures devant la maison de Bréjac. Ce sera le tour de la demoiselle et exécution du beau-père.
4 hommes emmenèrent le client, Marescal retint le 5e, Sauvinou. Aussitôt, il visita le bureau et fit main basse sur quelques papiers et objets insignifiants. Mais ni lui, ni son acolyte Sauvinou ne trouvèrent ce qu'ils cherchaient. La bouteille où, 15 jours auparavant, sur le trottoir, Marescal avait eu le temps de lire « Eau de jouvence ». Ils allèrent déjeuner dans un restaurant voisin, puis ils revinrent. Marescal s'acharnait. Enfin, à 2h15, Sauvinou dénicha sous le marbre d'une cheminée la fameuse bouteille. Elle était munie d'un bouchon et rigoureusement cachetée de cire rouge. Marescal la secoua et la plaça devant la clarté d'une ampoule électrique. Elle contenait un mince rouleau de papier. Il hésita. Lirait-il ce papier? Non, pas encore. Devant Bréjac. Bravo, Sauvinou, vous avez bien manœuvré, mon garçon. Sa joie débordait, et il partit en murmurant « Cette fois, nous sommes près du but. Je tiens Bréjac entre mes mains et je n'ai qu'à serrer l'étau. Quant à la petite, plus personne pour la défendre. Son amoureux est à l'ombre. À nous deux, ma chérie. » Sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Vers 2h, ce même jour, la petite, comme disait Marescal, s'habillait. Un vieux domestique du nom de Valentin, qui composait maintenant tout le personnel de la maison, lui avait servi à manger dans sa chambre et l'avait prévenu que Bréjac désirait lui parler. Elle relevait à peine de maladie, pâle, très faible. Elle se contraignait à demeurer droite et la tête haute pour paraître devant l'homme qu'elle détestait. Elle mit du rouge à ses lèvres, du rouge à ses joues et descendit. Bréjac l'attendait au premier étage, dans son cabinet de travail, une grande pièce aux volets clos et qu'une ampoule éclairait. Assieds-toi. Non. Assieds-toi. Tu es fatigué. Dites-moi tout de suite ce que vous avez à me dire afin que je remonte chez moi. Bréjac marcha quelques instants dans la pièce. Il montrait un visage agité et soucieux. Furtivement, il observait Aurélie avec autant d'hostilité que de passion, comme un homme qui se heurte à une volonté indomptable. Il avait pitié d'elle aussi. Il s'approcha et, lui mettant la main sur l'épaule, la fit asseoir de force. Tu as raison, ce ne sera pas long. Ce que j'ai à te communiquer peut être dit en quelques mots. Tu décideras ensuite. Ils étaient l'un près de l'autre et plus éloignés cependant l'un de l'autre que deux adversaires. Bréjac le sentit. Toutes les paroles qu'il prononcerait ne feraient qu'élargir l'abîme entre eux. Il crispa les poings et articula. Alors tu ne comprends pas encore que nous sommes entourés d'ennemis et que la situation ne peut pas durer. Elle dit entre ses dents. Quels ennemis? Tu n'ignores pas Marescal. Marescal qui te déteste et qui veut se venger. Et tout bas, gravement, il expliqua. Écoute, Aurélie, on nous surveille depuis quelque temps. Au ministère, on fouille mes tiroirs. Supérieur et inférieur, tout le monde est lié contre moi. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous plus ou moins à la solde de Marescal, et parce que tous, ils le savent puissants, près du ministre. Or, toi et moi, nous sommes liés l'un à l'autre, ne fût-ce que par sa haine. Et nous sommes liés par notre passé, qui est le même, que tu le veuilles ou non. Je t'ai élevé, je suis ton tuteur. Ma ruine, c'est la tienne. Je me demande même si ce n'est pas toi que l'on veut atteindre par des motifs que j'ignore. Oui, j'ai l'impression, à certains symptômes, qu'on me laisserait tranquille à la rigueur, mais que tu es menacé directement. Elle parut défaillir. Quels symptômes? Il répondit. C'est pire que cela. J'ai reçu une lettre anonyme sur papier du ministère. Une lettre absurde, incohérente, où je suis averti que des poursuites vont commencer contre toi. Elle eut l'énergie de dire. Des poursuites? Vous êtes fou, et c'est parce qu'une lettre anonyme? Oui, je sais. Quelque subalterne qui aura recueilli un de ces bruits stupides. Mais tout de même, Marescal est capable de toutes les machinations. Si vous avez peur, allez-vous-en. C'est pour toi que j'ai peur, Aurélie. Je n'ai rien à craindre. Si, cet homme a juré de te perdre. Alors laissez-moi partir. Tu en aurais donc la force? J'aurai toute la force qu'il faudrait pour quitter cette prison où vous me tenez, et pour ne plus vous voir. Il eut un geste découragé. Tais-toi, je ne pourrais pas vivre. J'ai trop souffert pendant ton absence. J'aime mieux tout plutôt que d'être séparé de toi. Ma vie entière dépend de ton regard, de ta vie. Elle se dressa et, avec indignation toute frémissante... Je vous défends de me parler ainsi. Vous m'avez juré que je n'entendrais plus jamais un mot de cette sorte, un de ces mots abominables. Tandis qu'elle retombait, assise, aussitôt épuisée, il s'éloignait d'elle et se jetait dans un fauteuil, la tête entre ses mains, les épaules secouées de sanglots comme un homme vaincu pour qui l'existence est un fardeau intolérable. Après un long silence, il reprit l'intonation sourde. Nous sommes plus ennemis encore qu'avant ton voyage. Tu es revenue toute différente.
Qu'as-tu donc fait, Aurélie, non pas à Sainte-Marie, mais durant les 3 premières semaines, où je te cherchais comme un fou sans penser au couvent? Ce misérable Guillaume. Tu ne l'aimais pas, ça je savais. Cependant tu l'as suivi. Pourquoi? Et qu'est-il advenu de vous deux? Qu'est-il advenu de lui? J'ai l'intuition d'événements très graves qui se sont produits. On te sent inquiète. Dans ton délire, tu parlais comme quelqu'un qui fuit sans cesse. Et tu voyais du sang, des cadavres. Elle frissonna. Non, non, ce n'est pas vrai. Vous avez mal entendu. Je n'ai pas mal entendu. Fit-il en hochant la tête. Car en ce moment même, tes yeux sont effarés. On croirait que ton cauchemar continue. Il se rapprocha et, lentement... Tu as besoin d'un grand repos, ma pauvre petite. Et c'est cela que je viens te proposer. Ce matin, j'ai demandé un congé, et nous nous en irons. Je te fais le serment que je ne dirai pas un seul mot qui puisse t'offenser. Bien plus, je ne te parlerai pas de ce secret que tu aurais dû me confier puisqu'il m'appartient comme à toi. Je n'essaierai pas de lire au fond de tes yeux où il se cache, et où j'ai tenté si souvent, par la force, je m'en accuse, de déchiffrer l'énigme impénétrable. Je laisserai tes yeux tranquilles, Aurélie, je ne te regarderai plus. Ma promesse est formelle. Mais viens, ma pauvre petite, tu me fais pitié, tu souffres. Tu attends je ne sais pas quoi, et ce n'est que le malheur qui peut répondre à ton appel. Viens. Elle gardait le silence avec une obstination farouche. Entre eux, c'était le désaccord irrémédiable. L'impossibilité de prononcer une parole qui ne fût une blessure ou un outrage. L'odieuse passion de Bréjac les séparait plus que tant de choses passées et tant de raisons profondes qui les avaient toujours heurtés l'un à l'autre. Réponds. Elle déclara fermement. Je ne veux pas. Je ne peux plus supporter votre présence. Je ne peux plus vivre dans la même maison que vous. À la première occasion, je partirai. Ah, et sans doute pas seul, pas plus seul que la première fois. Guillaume, n'est-ce pas? J'ai chassé Guillaume. Un autre alors, un autre que tu attends. J'en ai la conviction, tes yeux ne cessent de chercher, tes oreilles d'écouter. Ainsi en ce moment. La porte du vestibule s'était ouverte et refermée. Qu'est-ce que je disais? S'écria Bréjac avec un rire mauvais. On croirait vraiment que tu espères, et que quelqu'un va venir. Non, Aurélie. Nul ne viendra, ni Guillaume, ni un autre. C'est Valentin que j'avais envoyé au ministère pour prendre mon courrier, car je n'irai pas tantôt. Les pas du domestique montèrent les marches du premier étage et traversèrent l'antichambre. Il entra. Tu as fait la commission, Valentin? Oui, monsieur. Il y avait des lettres, des signatures à donner? Non, monsieur. Tiens, c'est drôle. Mais le courrier? Le courrier venait d'être remis à monsieur Marescal. Mais de quel droit Marescal a-t-il osé? Il était là, Marescal? Non, monsieur. Il était venu et reparti aussitôt. Reparti? À 2h30? Pas faire au service, alors? Oui, monsieur. Tu as essayé de savoir? Oui, mais on ne savait rien dans les bureaux. Il était seul? Non, avec la bonce, Tony et Sauvinou. Avec la bonce et Tony? S'exclama Bréjac. Mais en ce cas, il s'agit d'une arrestation. Comment n'ai-je pas été prévenu? Que se passe-t-il donc? Valentin se retira. Bréjac s'était remis à marcher et répétait pensivement. Tony, l'âme damnée de Marescal. La bonce, un de ses favoris. Et tout cela en dehors de moi. 5 minutes s'écoulèrent. Aurélie le regardait anxieusement. Tout à coup, il marcha vers l'une des fenêtres dont il entr'ouvrit un des volets. Un cri lui échappa et il revint en balbutiant. Ils sont là, au bout de la rue, ils guettent. Qui? Tous les deux. Les acolytes de Marescal, Tony et la bonce. Eh bien? Eh bien, ce sont ceux-là qu'il emploie toujours dans les cas graves. Ce matin encore, c'est avec eux qu'il a opéré dans le quartier. Ils sont là? Ils sont là. Je les ai vus. Et Marescal va venir? Sans aucun doute. Tu as entendu ce que disait Valentin? Il va venir. Il va venir. Qu'est-ce que tu as? Demanda Bréjac, étonné de son émoi. Rien. Fit-elle en se dominant. Malgré soi, on s'effraie, mais il n'y a aucune raison. Bréjac réfléchit. Lui aussi, il cherchait à dominer ses nerfs. Et il répéta. Aucune raison, en effet. On s'emballe le plus souvent pour des motifs puérils. Je vais aller les interroger, je suis sûr que tout s'expliquera. Mais oui, absolument sûr, car enfin, les événements permettent plutôt de croire que ce n'est pas nous, mais la maison d'en face qui est en surveillance. Aurélie releva la tête. Quelle maison? L'affaire dont je te parlais. Un individu qu'ils ont arrêté ce matin, à midi. Ah, si tu avais vu Marescal quand il a quitté son bureau à 11h. Je l'ai rencontré, il avait une expression de contentement et de haine féroce. C'est cela qui m'a troublé. On ne peut pas avoir une telle haine dans sa vie que contre une personne. Et c'est moi qu'il hait ainsi, ou plutôt nous deux. Alors j'ai pensé que la menace nous concernait. Aurélie s'était dressée, plus pâle encore. Que dites-vous? Une arrestation en face? Oui, un certain Limézy qui se donne comme explorateur à un baron de Limézy. À 1h, j'ai eu de nouvelles au ministère, on venait de l'écrouer au dépôt. Elle ignorait le nom de Raoul, mais elle ne doutait pas qu'il ne s'agit de lui.
et elle demanda, la voix tremblante: Qu'a-t-il fait? Qui est-ce, ce Limesi? D'après Marescal, ce serait l'assassin du Rapide, le troisième complice qu'on recherche. Aurélie fut près de tomber. Elle avait un air de démence et de vertige et tâtonnait dans le vide pour trouver un point d'appui. Que se passe-t-il, Aurélie? Quel rapport avec cette affaire? Nous sommes perdus. Que veux-tu dire? Vous ne pouvez pas comprendre. Explique-toi. Tu connais cet homme? Oui, il m'a sauvé. Il m'a sauvé de Marescal et de Guillaume également, et de ce Jodot que vous recevez ici. Il nous aurait sauvés encore aujourd'hui. Il l'observait avec stupeur. C'est lui que tu attendais? Oui. Fit-elle, l'intonation distraite. Il m'avait promis d'être là, j'étais tranquille. Je lui ai vu accomplir de telles choses, se moquer de Marescal. Alors, répondit-elle du même ton égaré, il vaudrait peut-être mieux nous mettre à l'abri, vous comme moi. Il y a des histoires que l'on pourrait interpréter contre vous, des histoires d'autrefois. Tu es folle, dit Bréjac bouleversé. Il n'y a rien eu. Pour ma part, je ne crains rien. Malgré ses dénégations, il sortait de la pièce et entraînait la jeune fille sur le palier. Ce fut elle, au dernier moment, qui résista. Et puis, non, à quoi bon? Nous serons sauvés. Il viendra, il s'évadera. Pourquoi ne pas l'attendre? On ne s'évade pas du dépôt. Vous croyez? Oh mon Dieu, quelle horreur que tout cela. Elle ne savait à quoi se résoudre. Des idées affreuses tourbillonnaient dans son cerveau de convalescente. La peur de Marescal et puis l'arrestation imminente. La police qui allait se précipiter et lui tordre les poignets. L'épouvante de son beau-père la décida. Emportée dans un souffle de tempête, elle courut jusqu'à sa chambre et réapparut aussitôt avec un sac de voyage à la main. Bréjac s'était aussi préparé. Ils avaient l'air de deux criminels qui ne peuvent plus rien attendre que d'une fuite éperdue. Ils descendirent l'escalier, traversèrent le vestibule. À cet instant même, on sonna. Trop tard, souffla Bréjac. Mais non, dit-elle, soulevée d'espoir. C'est peut-être lui qui arrive et qui va. Elle pensait à son ami de la terrasse au couvent. Il avait juré de ne jamais l'abandonner et qu'à la dernière minute, il saurait la sauver. Des obstacles, est-ce qu'il y en avait pour lui? N'était-il pas le maître des événements et des personnes? On sonna de nouveau. Le vieux domestique sortait de la salle à manger. « Ouvre !» lui dit Bréjac à voix basse. On percevait des chuchotements et des bruits de bottes de l'autre côté. Quelqu'un frappa. « Ouvre donc !» répéta Bréjac. Le domestique obéit. Dehors, Marescal se présentait, accompagné de 3 hommes, de ces hommes à tournure spéciale que la jeune fille connaissait bien. Elle s'adossa à la rampe de l'escalier en gémissant si bas que Bréjac seul l'entendit. « Oh mon Dieu, ce n'est pas lui. » En face de son subalterne, Bréjac se redressa. « Que voulez-vous, monsieur? Je vous avais défendu de revenir ici. » Marescal répondit en souriant. « Affaire de service, monsieur le directeur. Ordre du ministre. »« Ordre qui me concerne ?»« Qui vous concerne, ainsi que mademoiselle. » Et qui vous oblige à demander l'assistance de 3 de ces hommes. » Marescal se mit à rire. « Ma foi non, le hasard. Il se promenait par là et nous causions. Mais pour peu que cela vous contrarie... » Il entra et vit les 2 valises. « Hé, un petit voyage. Une minute de plus et ma mission échouée. » Monsieur Marescal, prononça fermement Bréjac. Si vous avez une mission à remplir, une communication à me faire, finissons-en. Et ici, tout de suite, ici même. Le commissaire se pencha et, durement... « Pas de scandale, Bréjac, pas de bêtises. Personne ne sait encore rien, pas même mes hommes. Expliquons-nous dans votre cabinet. » Personne ne sait rien de quoi, monsieur? De ce qui se passe et qu'il y a quelque gravité. Si votre belle-fille ne nous en a pas parlé, peut-être avouera-t-elle qu'une explication sans témoin est préférable. C'est votre avis, mademoiselle? Blanche comme une morte, sans quitter la rampe, Aurélie semblait prête à défaillir. Bréjac la soutint et déclara « Montons ». Elle se laissa conduire. Marescal prit le temps de faire entrer ses hommes. Ne bougez pas du vestibule tous les 3 et que personne non plus ne sorte, hein. Vous le domestique, enfermez-vous dans votre cuisine. S'il y avait du grabuge, là-haut, je donne un coup de sifflet. Et Sauvinou arrive à la rescousse. Convenu? Convenu, répondit la bonce. Pas d'erreur possible. Mais non, patron, vous savez bien qu'on n'est pas des collégiens et qu'on vous suivra comme un seul homme. Même contre Bréjac? Pas bleu. Ah, la bouteille. Donne-la-moi, Tony. Il saisit la bouteille, ou plutôt le carton qui la contenait, et vivement, ses dispositions bien arrêtées, il escalada les marches et franchit en maître le cabinet de travail d'où on l'avait chassé ignominieusement il n'y avait pas 6 mois. Quelle victoire pour lui! Et avec quelle insolence il la fit sentir, se promenant d'un pas massif et le talon sonore, et contemplant tour à tour des portraits accrochés au mur et qui représentaient Aurélie, Aurélie enfant, petite fille, jeune fille. Bréjac essaya bien de protester. Tout de suite, Marescal le remit en place. Inutile, Bréjac. Votre faiblesse, voyez-vous, c'est que vous ne connaissez pas les armes que j'ai contre mademoiselle, et par conséquent contre vous. Quand vous les connaîtrez, peut-être penserez-vous que votre devoir est de vous incliner. L'un en face de l'autre, les 2 ennemis debout se menaçaient du regard. Leur haine était égale, faite d'ambitions opposées, d'instincts contraires,
et surtout d'une rivalité de passion que les événements exaspéraient. Près d'eux, Aurélie attendait, assise, toute droite, sur une chaise. Chose curieuse, et qui frappa Marescal, elle semblait s'être reprise. Toujours lasse, la physionomie contractée, elle n'avait plus cependant comme au début de l'attaque son air de proie impuissante et traquée. Elle gardait cette attitude rigide qu'il lui avait vue sur le banc de Sainte-Marie. Ses yeux, grands ouverts, mouillés de larmes qui coulaient le long de ses joues pâles, étaient fixes. À quoi pensait-elle? Au fond de l'abîme, parfois, on se redresse. Croyait-elle que lui, Marescal, serait accessible à la pitié? Avait-elle un plan de défense qui lui permettrait d'échapper à la justice et au châtiment? Il heurta la table d'un coup de poing. Nous allons bien voir. Et laissant de côté la jeune fille, tout contre Bréjac, si près que l'autre dut reculer d'un pas, il lui dit: Ce sera bref. Des faits seulement dont quelques-uns vous sont connus, Bréjac, comme ils le sont de tous, mais dont la plupart n'ont eu d'autres témoins que moi, ou bien n'ont été constatés que par moi. N'essayez pas de les nier. Je vous les dis tels qu'ils furent dans leur simplicité. Les voici en procès-verbal. Donc le 26 avril dernier... Bréjac tressaillit. Le 26 avril? C'est le jour de notre rencontre au boulevard Haussmann. Oui, le jour où votre belle-fille est partie de chez vous. Et Marescal ajouta nettement: Et c'est aussi le jour où 3 personnes étaient tuées dans le rapide de Marseille. Quoi? Quel rapport y a-t-il? Demanda Bréjac interdit. Le commissaire lui fit signe de patienter. Toutes choses seraient énoncées à leur place, dans leur ordre chronologique. Et il continua: Donc, le 26 avril, la voiture numéro 5 de ce rapide n'était occupée que par 4 personnes. Dans le premier compartiment, une Anglaise, Miss Beckfield, voleuse, et le baron de Limésie, soi-disant explorateur. Dans le compartiment de tête, 2 hommes, les frères Loubeau, résidant à Neuilly-sur-Seine. La voiture suivante, la 4e, outre plusieurs personnes qui n'en jouaient aucun rôle et qui ne se rendirent compte de rien, emportait d'abord un commissaire aux recherches internationales et un jeune homme et une jeune fille, seuls dans un compartiment dont ils avaient éteint la lumière et baissé les stores, comme des voyageurs endormis, et que nul ne put ainsi remarquer, pas même le commissaire. Ce commissaire, c'était moi, qui filais Miss Beckfield. Le jeune homme, c'était Guillaume Ancivel, coulissier et cambrioleur, assidu de cette maison et qui partait furtivement avec sa compagne. Vous mentez! Vous mentez! S'écria Bréjac avec indignation. Aurélie est au-dessus de tout soupçon. Je ne vous ai pas dit que cette compagne fut mademoiselle. Riposta Marescal. Et Marescal poursuivit froidement: Jusqu'à la Roche, rien. Une demi-heure, encore. Toujours rien. Puis le drame, violent, brusque. Le jeune homme et la jeune fille sortent de l'ombre et passent de la voiture 4 à la voiture 5. Ils sont camouflés. Longue blouse grise, casquette et masque. Tout de suite, à l'arrière de la voiture 5, le baron de Limésie les attend. À eux 3, ils assassinent et dévalisent Miss Beckfield. Puis le baron se fait attacher par ses complices, lesquels courent à l'avant, tuent et dévalisent les 2 frères. Au retour, rencontre du contrôleur. Bataille. Il s'enfuit tandis que le contrôleur trouve le baron de Limésie attaché comme une victime, et soi-disant dévalisé aussi. Voilà le premier acte. Le second, c'est la fuite par les remblais et les bois, mais l'éveil est donné. Je m'informe, je prends vivement les dispositions nécessaires. Résultat, les 2 fuyards sont cernés. L'un d'eux s'échappe, l'autre est arrêté et enfermé. On m'avertit. Je vais vers lui dans l'ombre où il se dissimulait. C'est une femme. Bréjac avait reculé de plus en plus et vacillait comme un homme ivre. Acculé au dossier d'un fauteuil, il balbutia: Vous êtes fou. Vous dites des choses incohérentes, vous êtes fou. Marescal continua, inflexible: J'achève. Grâce au pseudo-baron dont j'eus tort de ne pas me méfier, la prisonnière se sauve et rejoint Guillaume Ancivel. Je retrouve leurs traces à Monte-Carlo. Puis je perds du temps. Je cherche. En vain. Jusqu'au jour où j'ai l'idée de revenir à Paris et de voir si vos investigations à vous, Bréjac, n'étaient pas plus heureuses, et si vous aviez découvert la retraite de votre belle-fille. C'est ainsi que j'ai pu vous précéder de quelques heures au couvent de Sainte-Marie et parvenir à certaines terrasses où mademoiselle se laissait compter fleurettes. Et seulement l'amoureux a changé. Au lieu de Guillaume Ancivel, c'est le baron de Limésie, c'est-à-dire le 3e complice. Bréjac écoutait avec épouvante ces monstrueuses accusations. Tout cela devait lui sembler si implacablement vrai, cela expliquait si logiquement ses propres intuitions et correspondait si rigoureusement aux demi-confidences qu'Aurélie venait de lui faire à propos de son sauveur inconnu, qu'il n'essayait plus de protester. De temps à autre, il observait la jeune fille qui demeurait immobile et muette dans sa posture rigide. Les mots ne paraissaient pas l'atteindre. Plutôt que ces mots, on eût dit qu'elle écoutait les bruits du dehors. Est-ce qu'elle espérait encore une impossible intervention? Et alors? Fit Bréjac. Alors, répliqua le commissaire. Grâce à lui, elle réussit une fois de plus à s'échapper. Et je vous avoue que j'en ris aujourd'hui puisque... Il baissa le ton. Puisque j'ai ma revanche. Et quelle revanche, Bréjac, hein? Vous rappelez-vous, il y a 6 mois, on m'a chassé comme un valet, avec un coup de pied, pourrait-on dire.
Et puis, je la tiens, la petite. Et c'est fini. Il tourna le poing comme pour fermer à clé une serrure, et le geste était si précis, indiquait si nettement son effroyable volonté à l'égard d'Aurélie, que Bréjac s'écria. Non, ce n'est pas vrai, Marescal. N'est-ce pas, vous n'avez pas livré cet enfant? Là-bas, Sainte-Marie, dit Marescal durement. Je lui ai offert la peine, m'a repoussé. Tant pis pour elle, aujourd'hui c'est trop tard. Et comme Bréjac s'approchait et lui tendait les mains d'un air de supplication, il coupa court aux prières. Inutile, tant pis pour elle, tant pis pour vous. Elle n'a pas voulu de moi, elle n'aura personne. Et c'est justice. Payer sa dette pour les crimes commis, c'est me la payer à moi, pour le mal qu'elle m'a fait. Il faut qu'elle soit châtiée, je me venge en la châtiant. Tant pis pour elle. Il frappait du pied ou scandait ses imprécations à coups de poing sur la table. Obéissant à sa nature grossière, il mâchonnait des injures à l'adresse d'Aurélie. Regardez-la donc, Bréjac. Est-ce qu'elle y pense seulement de demander pardon à elle? Si vous courbez de front à ce qu'elle s'humilie? Et savez-vous pourquoi ce mutisme, cette énergie contenue et intraitable? Parce qu'elle espère encore, Bréjac. Oui, elle espère, j'en ai la conviction. Celui qui l'a sauvée 3 fois de mes griffes la sauvera une 4e fois. Aurélie ne bougeait pas. Il saisit brusquement le cornet d'un appareil téléphonique et demanda la préfecture de police. Allô, la préfecture. Mettez-moi en communication avec monsieur Philippe de la part de monsieur Marescal. Se tournant alors vers la jeune fille, il lui appliqua contre l'oreille le récepteur libre. Aurélie ne bougea pas. À l'extrémité de la ligne, une voix répliqua. Le dialogue fut bref. C'est toi, Philippe? Marescal? Oui, écoute. Il y a près de moi une personne à qui je voudrais donner une certitude. Réponds carrément à ma question. Parle. Où étais-tu ce matin à midi? Au dépôt, comme tu m'en avais prié. J'ai reçu l'individu que Labonce et Tony amenaient de ta part. Où l'avions-nous cueilli? Dans l'appartement qu'il habite rue de Courcelles, en face même de Bréjac. On l'a écroué? Devant moi. Sous quel nom? Baron de Limésie. Inculpé de quoi? D'être le chef des bandits dans l'affaire du Rapide. Tu l'as revu depuis ce matin? Oui, tout à l'heure, au service anthropométrique. Il y est encore. Merci, Philippe. C'est tout ce que je voulais savoir. Adieu. Il raccrocha le récepteur et s'écria. Hein, ma belle Aurélie? Voilà, il en est, le sauveur. Coffré, bouclé. Elle prononça. Je le savais. Il éclata de rire. Elle le savait. Et elle attend quand même. Oh, c'est drôle. Il a toute la police et toute la justice sur le dos. C'est une loque, un chiffon, un fétu de paille, une bulle de savon, et elle l'attend. Les murs de la prison vont s'abattre, les gardiens vont lui avancer une auto, le voilà. Il va entrer par la cheminée, par le plafond. Il était hors de lui et secouait brutalement par l'épaule la jeune fille, impassible et distraite. Rien à faire, Aurélie. Plus d'espoir. Le sauveur est fichu, claque-muré, le baron. Et dans 1 heure, ce sera ton tour, ma jolie. Les cheveux coupés, Saint-Lazare, la cour d'assises. Ah, coquine, j'ai assez pleuré pour tes beaux yeux verts. Et c'est à eux. Il n'acheva pas. Derrière lui, Bréjac s'était dressé et l'avait agrippé au cou de ses 2 mains fébriles. L'acte avait été spontané. Dès la première seconde où Marescal avait touché l'épaule de la jeune fille, il s'était glissé vers lui, comme révolté par un tel outrage. Marescal fléchit sous l'élan et les 2 hommes roulèrent sur le parquet. Le combat fut acharné. L'un et l'autre y mettaient une rage que leur rivalité haineuse exacerbait. Marescal plus vigoureux et plus puissant, mais Bréjac soulevé d'une telle fureur que le dénouement demeura longtemps incertain. Aurélie les regardait avec horreur mais ne bougeait pas. Tous 2 étaient ses ennemis, pareillement exécrables. À la fin, Marescal, qui avait secoué l'étreinte et dénoué les mains meurtrières, cherchait visiblement à atteindre sa poche et à attirer son Browning. Mais l'autre lui tordait le bras, et tout au plus réussit-il à saisir son sifflet qui pendait à sa chaîne de montre. Un coup strident retentit. Bréjac redoubla d'efforts pour prendre de nouveau son adversaire à la gorge. La porte fut ouverte, une silhouette bondit et se précipita sur les adversaires. Presque aussitôt, Marescal se trouvait libre, et Bréjac apercevait à 10 centimètres de ses yeux le canon d'un revolver. « Bravo, sauvez-nous » s'écria Marescal. « L'incident vous sera compté pour de bon, mon ami. » Sa colère était si forte qu'il eut la lâcheté de cracher à la figure de Bréjac. « Misérable, bandit! Et tu t'imagines que tu en seras quitte à si bon marché? Ta démission d'abord et tout de suite! Le ministre l'exige! Je l'ai dans la poche. Tu n'as qu'à signer. » Il exhiba un papier. Ta démission et les aveux d'Aurélie. Je les ai rédigés d'avance. Ta signature, Aurélie. Tiens, lis. J'avoue que j'ai participé au crime du Rapide le 26 avril dernier et que j'ai tiré sur les frères Loubeau. J'avoue que... Enfin, toute ton histoire résumée. Pas la peine de lire. Signe, ne perdons pas de temps. Il avait trempé son porte-plume dans l'encre et s'obstinait à le lui mettre de force entre les doigts. Lentement, elle écarta la main du commissaire, prit le porte-plume et signa, selon la volonté de Marescal, sans prendre la peine de lire. L'écriture fut posée, la main ne tremblait pas. « Ah » dit-il avec un soupir de joie. « Voilà qui est fait. Je ne croyais pas que cela irait si vite. Un bon point, Aurélie. Tu as compris la situation. Et toi, Bréjac ?» Celui-ci hocha la tête, il refusait. « Hein ? Quoi ? Monsieur refuse ?
Monsieur se figure qu'il va rester à son poste? De l'avancement peut-être, hein? De l'avancement comme vaut le père d'une criminelle? Ah, elle est bonne celle-là. Et tu continuerais à me donner des ordres à moi, marescal? Non mais tu en as de drôle, camarade. Crois-tu donc que le scandale ne suffira pas à te déboulonner? Et que demain, quand on lira dans les journaux l'arrestation de la petite, tu ne seras pas obligé? Les doigts de Bréjac se refermèrent sur le porte-plume qu'on lui tendait. Il lut la lettre de démission, hésita. Aurélie lui dit: Signez, monsieur. Il signa.